période, oui, 7 périodes pour caractériser l'attitude de la CGT vis-à-vis de l'OIT durant ce siècle. Il y a eu des aléas, disons, mais aussi liés à l'histoire de l'organisation elle-même et au débat qu'elle a traversé, y compris au travers des différentes scissions qu'a pu rencontrer l'organisation, hein, scission, réunification. Donc tout ça a donné lieu à un positionnement de la CGT variable selon les périodes et puis les séquences aussi politiques sur un plan international, parce que, vous le comprenez bien, cette organisation qui regroupe donc 186 États, au travers du traitement des questions sociales qu'elle a en charge dans tel ou tel pays ou sur tel ou tel continent, est aussi le lieu des affrontements diplomatiques et politiques à l'échelle internationale. Ça ne peut pas être autrement. Donc on a aussi une vie de l'institution qui varie et qui est dépendante aussi des aléas de politique internationale à l'échelle de la planète. Donc très rapidement et schématiquement, la première période, alors les séquences sont forcément peut-être un peu arbitraires hein, sur les années. Disons qu'au début des années 1910 jusqu'à la scission de 21, d'abord progressivement, puis résolument, la CGT incarne la volonté de création de l'Organisation internationale du travail. Ça, c'est manifeste. On peut considérer que la CGT a fait partie des acteurs syndicaux qui a participé à la promotion de l'idée, puis à la mise en place de l'Organisation internationale du travail. La France, en tant qu'État, étant parallèlement un des États créateurs de l'institution mondiale. Donc, ce n'est pas non plus innocent de le savoir. Léon Jouot, secrétaire général de la CGT, prend une part décisive dans la démarche de mise au point et sera très longtemps engagé dans l'OIT. Albert Thomas, qui fut disons, un compagnon de route, on va appeler ça comme ça, de la CGT avant-guerre, en sera le premier directeur général. Et a beaucoup marqué d'ailleurs, en tant que premier directeur, la vie de l'institution. Notre période que je situerai entre 1922 et 1932, là, deux organisations, deux appréciations à l'égard de l'OIT. À partir de la création de la CGTU en 21, une appréciation beaucoup plus critique de l'institutionnalisation internationale du travail. Considérant, bon, autour de ce qui est venu déjà dans les débats depuis ce matin, que c'était naturellement un outil destiné à éviter le péril révolutionnaire, donc par définition un outil plutôt à combattre, puisque c'est fait pour empêcher la révolution. Et qu'il y a un courant qui souhaite davantage la révolution que la coopération. Je schématise, je fais court, j'espère que vous comprenez l'esprit. Ce même courant critique aussi, est très critique à l'égard du Conseil national économique, l'ancêtre du CESE, le Conseil économique et social. Ça participe de la même démarche critique. Une troisième période que je situerai entre 32 et 39, avec une appréciation de la CGTU qui s'adoucit à partir des années 30, parallèlement aux efforts diplomatiques qu'entreprend l'URSS pour intégrer l'OIT. Donc voilà, on est aussi dans un contexte politique qui évolue, et donc une partie du courant syndical évolue aussi dans sa pensée et dans son positionnement. Une quatrième période de 47 à 54, alors 47, on est à la scission FO, Jouot qui est à l'origine un des initiateurs syndicaux dans la mise au point de l'Organisation internationale du travail, Jouot tombe, je vais dire ici, du mauvais côté, au moment de la scission. Donc ça renforce cette idée que l'OIT, parce que tout en étant un FO, il s'intègre de plus en plus dans l'Organisation internationale du travail, donc en réaction, la partie CGT considère critique vis-à-vis de cette institution. La preuve, c'est que FO y étant engagé à plein, l'intérêt de la CGT n'est pas de la rejoindre, de la copier ou de l'accompagner. Je me mets dans le contexte de l'époque. Une cinquième période de 55 à 85, alors là, il s'agit plus d'en faire une forme de tribune politique pour la CGT. Seule instance internationale où siègent tous les États, tous les syndicats des différents pays. Vous avez bien compris que, lorsque je parlais de la représentation des travailleurs, à l'Assemblée générale, la conférence annuelle de l'OIT, siègent tous les syndicats du monde qui peuvent envoyer une délégation. Donc ça représente la seule tribune politique
permettant à des syndicalistes de décrire leur situation ou d'affirmer leur solidarité. C'est ce que contribue à faire la CGT en étant présente et en dénonçant la situation dans telle ou telle zone du globe. C'est aussi à ce moment-là que l'URSS réadhère à l'OIT après une période d'absence. Et à ce moment-là, d'ailleurs, l'OIT bénéficie d'une sorte de, comment je vais dire, d'une émulation réciproque entre Est et Ouest. Je fais aussi très schématique. Parce que chacun des deux blocs s'efforçant de montrer que c'était son propre modèle politique et économique qui avait les meilleures vertus pour les travailleurs. Et donc chacun amenait à l'OIT son projet ou ses projets de convention internationale, étant persuadé que le bloc d'en face les refuserait. Et en fait, petit à petit, ça a permis de construire une forme de droit qui s'est progressivement améliorée. Ça ne me fait pas dire, naturellement, qu'il faille regretter cette géographie politique internationale. Mais c'est un constat simplement historique. Cette compétition entre deux blocs a pu bénéficier quelque part à l'OIT. Une sixième période que je situe de 85 à 2005, où là, on rentre davantage dans l'outil juridique pour se servir de l'institution sur un terrain juridique, ce qu'on n'avait pas vraiment fait jusqu'à présent. Et donc, on continue d'assumer, disons, une mission tribunicienne. On se sert de la tribune de l'OIT pour avoir notre message internationaliste à l'égard de beaucoup d'organisations et celles qui sont dans les pires situations. Et en même temps, on dépose des premières plaintes. Marie Jassec, une camarade du secteur droit-liberté que les plus anciens connaissent forcément, est à l'initiative d'une première plainte concernant des licenciements de militants syndicaux. Et on a Daniel Roturo, que les plus anciens aussi connaissent, pour ceux qui ont travaillé à la Confédération, qui a été, lui, alors, aujourd'hui, on dirait un expert, mais Daniel, pour ceux qui le connaissent, c'est d'abord un militant syndical, mais qui a énormément travaillé sur les conventions internationales et qui était d'un soutien encore reconnu aujourd'hui. C'est le genre de camarades qui laissent des traces là où ils passent, bien longtemps après leur départ, qui aidait notamment beaucoup d'organisations qui avaient le moins de moyens en droit dans leur pays à essayer d'obtenir gain de cause par l'Organisation internationale du travail sur les conventions. Donc là, on voit un engagement de la CGT plus précis sur le terrain de l'institution et dans sa mécanique interne. Et puis la dernière période, et j'en ai donc fini, le président s'impatiente et il a tout à fait raison, je le comprends. J'ai déjà assumé ce rôle-là, donc depuis les années 2000, là c'est encore différent, où je dirais on cherche à articuler davantage les mobilisations avec l'utilisation de l'institution sur le terrain du droit. Ça a été en 2010 à propos des travailleurs migrants, on a entamé des procédures. Ça a été la plainte en 2011 contre les réquisitions Sarkozy pendant le conflit sur les retraites. Vous vous en rappelez peut-être, c'était les réquisitions dans les raffineries de pétrole. Et on a fait reconnaître par l'OIT que c'était un abus, une réquisition abusive. Alors sur le coup, ça ne sert pas à grand-chose parce que la vie se produit forcément 12 mois, 18 mois après. Mais ça veut dire que si on avait le même type de réquisition aujourd'hui, auprès du Conseil d'État, on pourrait faire reconnaître que l'OIT s'est déjà prononcé et que ça n'est pas conforme aux conventions qui engagent la France. Donc voilà, ça sert pour le coup d'après. Et puis il y a naturellement plus récemment une plainte qui est en cours d'instruction s'agissant des dispositions de la loi El Khomri. Et puis un travail qui est en cours, naturellement, s'agissant des ordonnances actuelles, parce que là aussi il y a matière à intervention. Et puis naturellement une configuration différente, puisque depuis 2010, et sous l'impulsion de la CGT, nous avons imposé que la représentation des travailleurs en France à l'OIT se fonde sur le même principe qui existe dans la plupart des pays qui ont plusieurs confédérations. Les pays où il n'y a qu'une confédération syndicale, une confédération ouvrière, c'est relativement facile de désigner le représentant des salariés de ce pays. Il n'y a qu'une confédération, c'est la confédération qui est présente qui va désigner le représentant. Dans les pays, et nous ne sommes pas les seuls, où il y a plusieurs confédérations, c'est un peu plus compliqué. Alors jusqu'à présent, la CGT avait, comme un accord, accepté cette idée que ce rôle de représentation
étaient dévolus à FO. Et on avait laissé les choses, ça participait d'un accord aussi concernant la présence dans d'autres instances syndicales, hein, la Confédération européenne des syndicats, la Confédération internationale syndicale, et donc FO souhaitait ce poste-là et ne pas participer aux autres. Et donc en 2010, on a mis fin à cette espèce de veto, en quelque sorte, en disant mais on va procéder comme les autres.